Bonjour et ravi de vous retrouver par cette matinée très ensoleillée. Il est 8 heures à Alger et dans un instant, vous allez découvrir les nouvelles du ciel de ce côté de la planète. Et puis, bien sûr, pour vous servir aujourd'hui, nous avons le plaisir justement de vous présenter toute une pléiade de sujets. D'abord, j'ai envie de souhaiter un bon octobre rose à toutes les dames qui nous regardent, en particulier celles qui luttent contre le cancer du sein. Il en sera question, vous l'aurez compris, dans notre matinale ce matin, puisque nous parlerons de ce fléau qui entraîne des cas de plus en plus importants et puis des incidences de plus en plus importantes sur la santé de la femme en Algérie. 14 000 cas enregistrés chaque année, nouveaux cas je dirais même. Donc on en parlera ce matin en présence du professeur Benzidane Nourdine qui est spécialisé en oncologie et en lutte anti-cancer également. Donc on va parler de la maladie, de ses incidences, de ses signes avant-coureurs, mais aussi de la manière de prévenir cette maladie. Donc dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de parler d'une rentrée. On a parlé de la rentrée scolaire, on a parlé également de la rentrée universitaire. Aujourd'hui, il est question de la rentrée pour ce qui est des professions, et oui, de la formation professionnelle essentiellement avec l'invité de la matinale qui sera interviewé comme d'accoutumé par Yazid Aït Mahiddine. Pour ce qui relève de Haj Amar Samira, aujourd'hui, elle nous dévoile tous les secrets concernant un être fossile, donc parmi les plus anciens depuis l'existence de la Terre. Donc il continue d'être dans nos terres également. C'est un fossile vivant. Et bien sûr, moi, je suis tout aussi curieuse d'en savoir plus avec Samira dans un instant. Fela Benour, pour sa part, dans Djalia DZ, reçoit le journaliste Labidi Saïd. Et puis, pour finir, le point par rapport à l'actualité sportive, ce sera avec Riyad Belkhadim qui revient, entre autres, sur la victoire des Verts ce week-end. Alors, merci encore pour votre attention, mesdames, messieurs. Je vous l'avais dit tout au début de ce sommaire. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel avec Kamel Aribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. En orange vêtu ce matin. Oui, exactement. C'est très bien, c'est une couleur qui vous va ravir. Merci. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci de nous dire quel temps il fait, bien que je... il va faire chaud. Alger, c'est très ensoleillé ce matin. Il va faire très chaud aujourd'hui. Ouais, sur pratiquement tout le nord. Ah oui, franchement oui. Très bien. Ouais. Pour moi, c'est très bien. Bon, pour vous, on le sait très bien. Pour un mois d'octobre. Oui. Que révèlent les cartes ce matin, justement? Merci. Allons-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, excepté quelques nuages bas en ce début de matinée sur les côtes ouest et centre, eh bien, le ciel deviendra partiellement voilé durant la journée d'ouest en est, avec toutefois quelques particules de sable en suspension vers l'intérieur et les hauts plateaux de l'ouest, avec des températures assez élevées sur une grande partie des régions nord. Par contre, la moitié sud, eh bien, Météo Algérie prévoit un ciel localement nuageux avec quelques pluies orageuses sur le sud-ouest, mais ces pluies peuvent être localement assez marquées la journée du côté de Tindouf et quelques pluies par endroits également, l'extrême sud, le Gartassili, le Sahara oriental, mais ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec des soins de sable du sud-ouest vers la Sahara, le Nord Sahara. Les températures, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire très chaud aujourd'hui. Le maximum 38 degrés à Alger, 37 Tizi Ouzou, 36 à Relizane, 35 à Naba, Guelma, 32 Constantine, Sétif, Batna également Oran, 30 degrés à Tlemcen, vers Djelfa également, 26 degrés à Al-Bayad, au sud 27 degrés du côté de Tindouf, 34 Béchar, Gardaya, 36 vers Biskra et Janet, 34 à Tamanrasset, 40 degrés à Ilizi, 41 degrés à Drar, Salah, Timimoun, Ingazam et 43 degrés le maximum à Borj Bedi Mourtar.
La mer, aujourd'hui, eh bien, elle restera peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents seront de secteur est à nord-est et 15 à 25 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est. On va faire un petit voyage du côté de l'Amérique où le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Montréal, New York, Vancouver, Californie, Mexico. Des pluies prévues à Miami, un ciel plutôt dégagé et bien ensoleillé, Dallas, Washington. Le mercure affichera 10 degrés seulement à Montréal, 19 à Vancouver, 25 en Californie, 28 Washington, Miami, 23 à Mexico et 37 degrés le maximum à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Ahmed. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Donc, si le temps est parfois mitigé, il faut faire attention au changement de température. Exactement. Ça peut entraîner des petits rhumes comme celui que j'ai attrapé cette semaine. En tout cas, soyez vigilants. C'est la période où la grippe sévit en général. Et donc, voilà, la vaccination, c'est pour très bientôt chez nous. Donc, je pense que c'est aux environs de la semaine prochaine. Donc, la campagne va démarrer. Et donc, voilà, vigilance. Exact. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous ceux qui sont avec nous. Tout de suite, rien que pour vous, cette petite transition, une balade à travers Alger pour retrouver juste après l'invité de la matinale avec Yezid Mahidine. Comme je viens de l'annoncer, tout de suite, nous retrouvons l'invité de la matinale en compagnie de Yezid Mahidine après ceci. Bonjour Radia, bonjour chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, l'invité de la matinale, c'est Mme Menzou Saliha, directrice de la formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès. Et nous savons tous que le 8 octobre dernier, c'était la rentrée pédagogique de la formation professionnelle. Donc une rentrée sous le slogan habilitation économique et gouvernance numérique, c'est la numérisation. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots,
nous expliquer un peu cette nouvelle donne et ses objectifs. Merci pour l'invitation. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel a fait sa rentrée le 8 octobre passé. Pour plus de 400 000 postes pédagogiques offerts par le secteur de la formation professionnelle. Le lancement de l'année de formation 2024-2025 a été donné par Monsieur le ministre, Monsieur Merabi Yassine, à partir de la wilaya d'Oran, et ça a fait une rentrée qui a permis à nos jeunes de rejoindre justement les postes offerts par la formation professionnelle dans les établissements de la formation, les centres de formation, les instituts spécialisés et également les instituts de l'enseignement professionnel. Donc cette rentrée, elle est un peu particulière et elle fait un peu référence à la nouveauté du secteur de la formation professionnelle en matière de numérisation, et c'est aussi en relation avec les instructions et du gouvernement en matière de numérisation de l'administration. Notre secteur, par ça justement, a lancé, en plus de la plateforme de numérisation concernant les inscriptions, donc le Mihnati, il a également lancé la plateforme Tassir, qui est en relation avec tout ce qui est gestion administrative, financière et pédagogique de la formation. Je donne quelques petits détails. Donc si on parle de la gestion pédagogique, ça veut dire c'est un peu la numérisation du dossier de l'apprenant, de l'inscription, donc à partir de la Manstat Mihnati, puis le balancement vers Tassir. Donc le dossier, ou le cursus de formation, il est géré à partir de cette plateforme. Donc il y a l'inscription en cours de formation, donc tout ce qui est groupe de formation, que ce soit par apprentissage, formation résidentielle ou les formations qualifiantes de courte durée. Et puis nous avons bien sûr la finalité de la formation qui est le diplôme. Donc ça peut être un diplôme d'État ou une attestation de qualification. Donc tout ce cursus, il est géré par Tassir, qui est, comme je l'ai dit, une plateforme de numérisation pédagogique. Et la nouveauté cette année, c'est aussi, en fait, ces formations sont adaptées à la vocation et la spécificité de chaque région. Oui, tout à fait. Donc, on peut commencer à citer, premièrement, la formation dans le dessalement d'eau de mer. Donc, ça c'est en relation avec la politique de notre pays en matière de la protection en ressources d'eau. Donc, la wilaya toutes les wilayats ont lancé cette fois-ci, les wilayats côtières. Ouais. Donc, elles ont lancé cette spécialité, en plus des autres wilayats qui ont lancé l'année passée. Par exemple, la wilaya de Boumerdès était parmi les premières wilayas qui ont lancé cette spécialité dans 2 modes de formation. Donc, on a commencé par la formation des agents d'entretien des bassins des stations d'eau de mer. Donc, c'était une formation qualifiante de 6 mois. Cette année, on l'a même élargi à au dispositif de l'allocation chômage. Et puis, la formation de techniciens supérieurs dans les stations de dessalement d'eau de mer. Donc, ça avance très bien et c'est en partenariat avec, bien sûr, le secteur économique qui sont ces entreprises de dessalement d'eau de mer. En parallèle de ça aussi, on ne peut pas sans parler de la formation des agents dans la maintenance des chemins de fer. Ça aussi, c'est en relation avec le projet de Rajbilet et également l'accès à ce site, et aussi en matière de numérisation, en matière également de formation dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Donc tout est pratiquement lié à des projets, de grands projets. Je cite également le cas du projet de Béjaïa dans le site de Amizour de Zinc, et aussi d'autres sites c'est-à-dire pour lesquels on est appelé à former de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ce besoin qui est important dans ces sites. Ce qui traduit en quelque sorte aussi cette étroite coopération entre le ministère
de l'enseignement professionnel et les autres ministères, la pêche, la culture, l'industrie. Par exemple, dans le domaine de la culture, il y a des métiers liés au cinéma, dans la pêche également. Donc, oui, tout à fait. Donc, sur les instructions de Monsieur le ministre, M. Merabi Yassine, donc, beaucoup de wilayats ont travaillé d'arrache-pied, je dirais, pour lancer certaines spécialités qui sont en relation avec les conventions cadres signées entre notre ministère et certains départements ministériels. Je cite à titre d'exemple, par exemple, le partenariat avec la pêche et l'aquaculture. Donc, pratiquement toutes les wilayats côtières, elles ont lancé dans cette spécialité en partenariat avec les chambres de la pêche et également les écoles de la pêche. Sans oublier également qu'il y a des formations de la pêche, mais dans les grands bassins, il y a même dans des wilayas de l'intérieur, ils ont lancé ces spécialités. À titre d'exemple aussi, le partenariat signé entre la formation professionnelle, la formation et l'enseignement professionnel et la culture, donc dans le domaine du cinéma, dans le domaine aussi de l'industrie graphique, et également, je donne l'exemple par exemple de Ouled Fayet, qui est quand même un établissement très connu dans ce domaine, qui fournit de la main-d'œuvre qualifiée pratiquement, y compris pour notre télévision. Je cite également le partenariat avec la solidarité. Donc il y a tout un travail. À travers les dispositifs. Oui, par exemple, la formation de la femme au foyer, la formation en zone rurale, la formation également des catégories particulières. Donc notre ministère, il échapeaute plusieurs établissements régionaux pour la prise en charge des catégories particulières. Et on ne peut pas également parler de catégories particulières sans parler de la formation dispensée dans les milieux carcérales aussi. Donc je dirais que notre ministère, il a lancé des spécialités qui répondent à un besoin social et également un besoin de notre environnement économique. Le ministre donc, de l'enseignement professionnel, M. Yassine Merabi, a intégré l'esprit de l'enseignement professionnel au cœur de l'employabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur l'employabilité Oui, c'est-à-dire l'objectif de la formation professionnelle ou sa mission principale, c'est de former de la main-d'œuvre qualifiée. Donc cette main-d'œuvre qualifiée, elle est destinée à répondre à un besoin économique, à un besoin social et en général à un environnement qui est en plein, on dirait, en plein changement. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire on lance des formations dans les établissements ou dans les wilayats en relation avec la demande de l'environnement économique et social de chaque établissement. Premièrement, c'est-à-dire si on regarde la préparation des plans de formation des établissements de la formation de l'enseignement professionnel, donc on commence premièrement par faire une analyse de l'environnement de chaque établissement et on prépare un plan de formation, c'est-à-dire toutes les spécialités en relation justement avec cet environnement par mode et dispositif de formation, puis on passe au niveau wilaya, donc on valide ce plan de formation à l'échelle wilaya en relation également avec les grandes entreprises de la wilaya et avec également, sans oublier, les associations et les différents groupes professionnels. Donc à partir de là, quand on valide ça au niveau de ce groupe, au niveau de chaque wilaya, on passe également à ce qu'on appelle les commissions de partenariat qui se trouvent au niveau de chaque wilaya également. Donc cette commission, les représentants des différents secteurs, également de certaines entreprises et des associations, elles donnent leur avis par rapport justement à ces plans de formation ou ce qu'on présente comme spécialité. Bien sûr, ça veut dire que si on présente un plan de formation en relation avec le besoin social et économique, ça veut dire qu'on est dans cette perspective justement d'offrir aux jeunes une formation et bien sûr après une insertion professionnelle. Donc c'est ça notre objectif. Le ministère de la formation professionnelle prône aussi des valeurs comme l'inclusion et la citoyenneté, puisque beaucoup de formations qualifiantes sont destinées aux personnes aux besoins spécifiques.
Tout à fait. Donc, en plus des modes de formation, ça veut dire la formation présentielle, la formation par apprentissage, la formation à distance et également l'enseignement professionnel, nous avons créé au niveau de notre ministère les dispositifs de formation professionnelle. Dans ces dispositifs, il y a un dispositif qui est spécial destiné aux catégories particulières. Donc, dans ce dispositif, nous avons ce qu'on appelle la formation diplômante. Donc, elle est destinée aux personnes à petits problèmes de santé, on dira, et des formations également qualifiantes. Dans la majorité du temps, donc les formations diplômantes, on les fait dans des centres spécialisés des catégories particulières qui sont au nombre de 6 à l'échelle nationale. Et nous avons au niveau de Boumerdès un centre au niveau de Korso. Et les formations qualifiantes, on les fait avec les associations qui prennent en charge certaines difficultés de nos enfants en matière de formation, surtout trisomie. Il y a pas mal de ce genre de soucis de santé que nous avons avec nos enfants. Mais également, nous avons pratiquement dans toutes les sections résidentielles ou par apprentissage des jeunes qui viennent, même avec un problème, un handicap physique, on les intègre justement dans des sections qui sont ordinaires. Ils sont là avec les autres jeunes pour suivre leur formation avec aucune contrainte. Et nous essayons également d'adapter le matériel à l'handicap. Je cite à titre d'exemple, par exemple, un bijoutier qui est sur chaise roulante. On peut facilement lui préparer une table spécialement par rapport à son handicap, c'est-à-dire transformer cette table pour qu'elle soit adaptée à son handicap. Ça, c'est un petit exemple qui est répété dans beaucoup de spécialités et beaucoup de branches professionnelles. Et avant de terminer, donc, je rappelle que les inscriptions pour la formation professionnelle sont toujours en cours à travers la plateforme Mihnati. Je vous remercie, Madame Menzou Saliha, d'avoir accepté l'invitation de l'invité de la matinale. Merci. C'est à moi de vous inviter, de vous remercier. Bien sûr, on viendra, Inch'Allah, pourquoi pas. Justement. J'espère que vous serez notre invité au niveau de la wilaya de Boumerdès. Merci. Radia, à toi l'antenne. Merci beaucoup Yacine, merci infiniment à ton invité également. Voilà, j'attendais que la caméra soit sur moi en tout cas. Merci pour ceux qui suivent attentivement. J'espère que je souhaite une très bonne rentrée pour tous les prétendants à la formation professionnelle. Et bien sûr, l'éclairage leur a certainement bien servi ce matin. On est ravis d'en parler, on continue d'en parler d'ailleurs par le biais du reportage également. Walid Yousfi nous propose ce reportage concernant la formation professionnelle et on revient juste après avec l'équipe de la matinale. C'est parti. Et accompagner les jeunes porteurs de projets, c'est l'objectif de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Un intérêt particulier est accordé aux jeunes diplômés des universités pour les aider à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et de créer leur propre entreprise. L'agence NESDA propose des mesures de facilitation et un financement au profit des étudiants. Cette agence nous a beaucoup aidés pour réaliser nos objectifs et aller au bout de notre projet. Un total de 190 centres de développement de l'entrepreneuriat ont été lancés hier au niveau des instituts de formation professionnelle spécialisés et des pépinières d'entreprises. Nous allons ouvrir des centres de formation de l'entrepreneuriat dans 176 centres de formation professionnelle. 14 centres de développement seront aussi lancés au niveau des pépinières d'entreprises relevant de l'ANDPME. Cette orientation a été suivie en donnant la priorité à ce secteur vital dans son programme d'activité, compte tenu de ses nombreux effets visant à valoriser les résultats en matière de ressources humaines qualifiées dans différents corps de métier. NESDA finance des projets dans plusieurs secteurs. On peut citer entre autres le BTP, l'artisanat, le transport, les services, l'agriculture, le secteur de la pêche ou encore l'industrie. 2 conventions ont été signées permettant aux porteurs de projets au niveau des centres de formation spécialisés de bénéficier d'une formation et d'un appui financier, mais aussi de former les porteurs de projets des pépinières d'entreprise tout en mettant à leur disposition l'expertise nécessaire à leur développement.
14,000 امرأة تصاب بسرطان الثدي سنوياً. وراء كل امرأة حكاية، حكاية ألم، حكاية أمل. ولأنك أنت الحياة، ماما، أنت الفرحة، ماما، أنت المستقبل. ماما مزيديش تروحي وتخلينا وحدنا، وانتوما قال يا ماما ديروا الفحص باش تقعدوا ديما معانا. الفحص المبكر ينقذ الحياة. افحص الآن. Voilà une pensée particulière pour toutes celles qui luttent contre le cancer du sein en particulier. Bon octobre rose à toutes. Et ce matin, nous en parlons justement avec de plus amples détails en compagnie du professeur Nourdine Benziden. Il est chef de service en chirurgie générale à l'hôpital de Kouba. Et il est également spécialisé en cancérologie mammaire. Donc ça concerne vraiment le sujet dont on parle ce matin. Bienvenue professeur. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vrai que le spot qu'on vient de voir est un spot de sensibilisation, car il est question de sensibilisation essentiellement et d'encouragement des femmes pendant le mois d'octobre au dépistage et justement à l'investigation. Hein. Oui, le dépistage, il est très important car il permet de réduire la mortalité de 20 à 30% si on le fait d'une façon continue pendant 5 à 8 ans. Voilà, cette journée a été créée en 1985, rappelons-le. Plutôt ce mois d'octobre a été institué de la sorte pour fédérer tous les efforts, pour voir tous les résultats, l'évolution de la science en matière justement de lutte anti-cancer, pour ce qui relève de ce type de cancer en particulier. On parle essentiellement du cancer du sein lors du mois d'octobre, mais bien sûr, on en parle avec justement cette arrière-pensée d'éradiquer ou de diminuer un petit peu ce taux de mortalité, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est plutôt réduire la mortalité. Par l'éradiquer, c'est pratiquement impossible. On sait que ce cancer, c'est le plus fréquent, c'est le plus meurtrier, il est en progression. On le voit progresser d'année en année. On compte, on se dit en 2025, on aura pratiquement 18 000 nouveaux cas par an. Oui, là on en est à 14 000. On est à 14 000. 14 000 nouveaux cas par an, c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et la prise en charge du cancer, lorsqu'il est évolué, il est très coûteux et très astreignant pour la patiente. Et c'est vrai que l'espoir, les chances justement de rémission deviennent un peu difficiles quand c'est à un stade avancé. Mais quand c'est pris en charge précocement, bien sûr, il y a toutes les chances, n'est-ce pas? Il y a 90% des fois je dirais plus chances de guérison. Lorsqu'il est pris à temps, avant que la femme le sente au niveau de son sein, c'est grâce à la mammographie. On a près de 95% de chances de guérison, de survie à plus de 5 ans. Donc c'est très important. C'est vrai que pendant ces campagnes qu'on initie grâce aussi à l'apport du personnel, certes, grâce à l'apport du personnel de santé de manière générale, mais aussi avec l'implication des associations, on déplace des unités mobiles, on essaye de se rapprocher, il y a des forces de proximité pour justement apprendre aux femmes à s'autopalper, entre autres. Il y a l'autopalpation qui permet aussi de détecter les signes, un petit peu les avant-coureurs, on dira. Moi, je dirais l'idéal, c'est le dépistage organisé, où la femme, elle est invitée à faire une mammographie. Oui. Certes, l'autopalpation, ça apporte un plus, mais c'est insuffisant. Moi, je dirais que la femme, elle doit consulter, se faire examiner les seins au moins une fois par an, et faire une mammographie tous les 2 ans à partir de l'âge de 40 ans. Donc on doit s'orienter vers un sénologue ou même un gynécologue en général, hein, n'est-ce pas? Exactement. Une fois par an. À partir de quel âge, docteur? À partir de 40 ans. Dans certains pays, c'est un peu moins. Dans certains pays, bon, ça commence même à 25 ans. On recommande à la femme d'avoir un examen annuel. Oui, celui-là, on le fait lorsqu'il y a des familles. On sait qu'il y a 10%
de cancer familial. L'antécédent. Oui, généralement, ces femmes-là, ces familles, elles sont averties. Donc, elles se font examiner les seins, se faire dépister à un âge beaucoup plus précoce. Mais moi, je dirais à 40 ans, c'est déjà un grand effort. Et le dépistage, il se faire examiner les seins, c'est médecin généraliste, c'est la gynécologue, parce que c'est le médecin des femmes. Donc, il faut que ces médecins-là aient le réflexe d'examiner les seins d'une femme lorsqu'elle vient même pour une autre pathologie. Absolument. Donc, on en est à cet examen, mais à part ce rendez-vous donc médical, quels sont les signes? On va parler à des dames qui nous suivent, qui peut-être ne s'intéressent pas à la question, mais peut-être qu'on va leur donner quelques indices. Comment détecter voilà, un cancer? Quels sont les signes justement qui révèlent la présence d'un cancer chez la femme? Il y a une chose importante, le cancer du sein, il n'est pas douloureux, il est sournois. Donc la femme, il faut lorsqu'elle prend son bain, qu'elle se touche les seins, lorsqu'elle se frotte, là, elle essaie de se voir déjà sur le miroir. Est-ce que le sein, est-ce qu'ils sont symétriques? Donc la morphologie est importante. C'est important. Tout ce qui perturbe un petit peu la forme du sein, il faut le prendre en considération. Oui. Soit des seins asymétriques, soit qu'il y a une voussure, une grosseur qui apparaît, un creux axillaire qui est enflé, une rougeur, un mamelon qui est invaginé, qui est rétracté, qui d'habitude il sort bien, à un certain moment on voit qu'il est rétracté. Lorsqu'il y a un écoulement, ça c'est important. Tous ces signes-là. Un eczéma aussi. Un eczéma, oui. Toute une irritation au niveau du mamelon. Elle doit. Tous ces signes-là, c'est des signes avant-coureurs qui disent probablement qu'il y a quelque chose au niveau du sein. Il est malade. Il faut qu'elle consulte, qu'elle ne l'attend pas beaucoup et qu'elle se fasse examiner les seins. Voilà, il y a aussi l'examen sous les des bras. Creux axillaires. Sous les bras, on peut retrouver des petites masses, un ganglion comme ça qui peut alerter également. Alerter. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir les douleurs au niveau du sein pour aller consulter. Le cancer, il n'est pas douloureux. Lorsqu'il y a de la douleur, nous les médecins, les sénologues, on est un petit peu rassurés lorsque c'est la douleur, on sait que c'est certaines pathologies bénignes qui peuvent donner ça. D'accord. Très bien. Admettons que le sujet ou la dame réalise qu'elle a un cancer du sein. Quels sont les pas à suivre, docteur? Déjà, pour parler du cancer du sein, d'ailleurs, on n'a pas le droit de parler du cancer du sein avec une femme lorsqu'on n'a pas la preuve. Parce que le mot cancer, il est un petit peu effrayant. Ça, pour elle, peut-être c'est la mort. Donc, il ne faut pas en parler. Il faut l'explorer. Et l'exploration de ces signes là, de ce sein, c'est d'abord l'imagerie. Il faut faire une mammographie à un âge lorsqu'on dépasse les 40 ans. Lorsque la femme elle est jeune, la mammographie elle ne donne pas beaucoup d'éléments, donc on fait généralement des échographies. Et déjà, il y a la clinique, l'examen du médecin, il y a la mammographie qui va nous orienter, qui va nous dire peut-être que l'image qu'on voit au niveau du sein, c'est quelque chose qui peut être un cancer, qu'il faut traiter. Mais il faut un prélèvement. Ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle un prélèvement au niveau de son nodule, c'est la microbiopsie. On fait un petit prélèvement qu'on envoie au microscope et les pathologistes, c'est là qu'ils font le diagnostic. Ils peuvent nous dire que c'est quelque chose de bénin ou bien c'est quelque chose de malin. En tout cas, on a constaté depuis pas mal d'années une diminution justement de l'incidence du cancer à travers le monde. On dira grâce à cet effort de sensibilisation, cet effort justement de fédérer ou d'échange de connaissances entre les différents scientifiques du monde. On a une diminution, mais en même temps, voilà, il reste quand même un danger par rapport aux femmes. Je suis pas un petit peu d'accord avec vous lorsque vous dites diminution de l'incidence. L'incidence, elle a tendance à augmenter. La mortalité, parce qu'il y a beaucoup de guérisons, des cas de guérison. Exactement, grâce au dépistage. Lorsque le dépistage il est organisé. Mais c'est important le dépistage. Ça permet le diagnostic précoce et ça réduit la mortalité. Ce qui est différent par contre, c'est la forme du cancer. Avant, la femme, elle ne consulte pas. Il y en a certaines qui meurent avec, sans le savoir.
Donc maintenant, on a des tumeurs un petit peu de taille plus petite. Oui. Donc de pronostic, il est meilleur par rapport à ces tumeurs qui sont exophytiques, des tumeurs qui sont ulcérées, qui sont sales. C'est ça qui diffère. Mais sinon, l'incidence, elle est toujours en augmentation. Très bien. Le rôle de la chirurgie chez nous, docteur, professeur. Alors, voilà, vous êtes chirurgien, vous êtes souvent confronté à ces... Ouais. La chirurgie, c'est le cancer du sein, il faut, surtout lorsqu'il n'est pas métastatique, lorsqu'il n'a pas évolué ailleurs, la chirurgie, c'est la pierre angulaire. Donc c'est important. Le traitement du cancer du sein, ce n'est pas uniquement la chirurgie. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, parce que on le considère, le cancer du sein, comme une maladie générale. Donc, ce n'est pas un problème local qu'on traite uniquement par la chirurgie ou bien par la radiothérapie. Il faut un traitement systémique, ce qu'on appelle le traitement médical, qui est soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie, soit les deux à la fois. Et pourquoi? Donc, c'est dans le but d'éliminer tous les résidus de ces cellules cancéreuses? Exactement. Dans quel but? Le cancer du sein, il naît au niveau du sein, ensuite il donne, il essaime un petit peu partout et ça donne des métastases. Donc ces cellules circulantes au niveau du sang, ce n'est pas la chirurgie qui va les prendre en charge, mais c'est plus ce traitement systémique qui est la chimiothérapie. Voilà. Donc la chirurgie, lorsqu'on voit que la maladie elle est un petit peu agressive, on a tendance à commencer par ce traitement systémique qui est la chimiothérapie. Et lorsque le cancer il est un petit peu moins agressif, il est bien localisé, on peut se permettre de commencer par la chirurgie. Ensuite, tout dépend des résultats du microscope, de l'anatomopathologiste, on lui rajoute un traitement systémique. Très bien. Que dire justement? J'aimerais bien qu'il y ait quand même une note d'espoir vis-à-vis de celles qui nous regardent ce matin. Donc, quels sont les espoirs, les chances qu'il y a par rapport à ce type de cancer en particulier? Moi, je remercie beaucoup la télévision et la radio car elle nous fait rentrer au niveau des foyers. Et ça nous permet de sensibiliser un petit peu ces femmes en attendant qu'il y ait les campagnes de dépistage organisées. Parce que le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la prévention dans le cancer du sein, il n'a pas une cause directe. C'est des causes indirectes, des facteurs favorisants. Donc la meilleure façon d'arranger un petit peu le pronostic de ce cancer, c'est le diagnostic précoce. C'est avant qu'on touche avant que la tumeur soit palpable, il faut qu'on fasse ce diagnostic-là. Et ça, c'est grâce à l'examen clinique périodique tous les ans et grâce à la mammographie tous les 2 ans, à partir de l'âge de 40 ans. Professeur Benzidane, merci infiniment pour cet éclairage. Moi, j'ai envie de terminer sur une autre recommandation, c'est qu'il y a une hygiène de vie aussi à adopter et celle-ci nous permet de prévenir tout type de cancer, n'est-ce pas? Pas seulement voilà, de l'exercice physique, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, beaucoup de repos, éviter les zones enfumées, donc le tabagisme c'est très néfaste et puis il y a d'autres fléaux donc il faut éviter. Voilà. Le cancer du sein c'est une maladie chronique, on le considère comme maladie chronique, donc tous ces éléments, tous ces facteurs favorisants, c'est très intéressant de les éviter et d'adopter de meilleures façons et une bonne hygiène de vie. Merci infiniment, professeur Benzidane Nourdine. Je rappelle que vous êtes chef de service au niveau de l'hôpital de Kouba et que vous êtes spécialisé en oncologie mammaire. On a été ravis de vous recevoir ce matin justement de parler de cette maladie en ce mois d'octobre rose. On termine en souhaitant un bon octobre rose à toutes et aussi voilà, de rappeler que c'est le moment justement peut-être de s'intéresser à son corps et de veiller au grain par rapport à ces fléaux qui nous guettent au quotidien. Merci encore une fois. Tout de suite, sans transition aucune, je vous propose un reportage. C'est Feriel Shir qui nous fait vivre justement la semaine culturelle coréenne à Alger à travers ce reportage. C'est parti.
Dans le cadre de la 17e édition de la Semaine coréenne, un spectacle captivant dédié à la danse et à la musique a enchanté le public à la salle Ibn Zaydoun. Cet événement, qui a mis à l'honneur la richesse du patrimoine coréen, a offert une véritable immersion dans les traditions artistiques du pays avec des performances de danseurs et musiciens d'exception. Chaque année, on vient en Algérie dans le but de renforcer les liens entre les deux pays et faire découvrir la culture coréenne aux Algériens. Le spectacle sera diffusé en deux parties. Il y aura de la danse traditionnelle et moderne. Avant le début du spectacle, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les artistes en coulisses qui ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de partager leur culture avec le public algérien. J'ai commencé à l'âge de 18 ans et ça fait 20 ans que je pratique la danse. Je suis très fière de participer à ce spectacle pour la première fois dans ce beau pays, l'Algérie. Je suis contente ce soir de danser pour la première fois en Algérie. J'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans et je trouve que vous avez un magnifique pays. Le spectacle a débuté avec une performance envoûtante de danseurs vêtus de tenues traditionnelles coréennes, incarnant toute la beauté et la finesse du patrimoine culturel du pays. Leurs mouvements gracieux, minutieusement chorégraphiés, reflétant l'élégance des anciennes danseuses. J'ai appris la langue coréenne à l'université pendant 6 mois. J'ai participé beaucoup dans les festivals coréens. J'aime beaucoup la tenue coréenne, aussi la musique coréenne. J'ai de la chance d'assister à un mariage coréen traditionnel comme ce spectacle-là. Elle est très intéressée et passionnée par la culture coréenne. Donc je suis venue avec elle pour découvrir un peu et comprendre un peu sa passion. Et c'était très sympa de partager ces moments. Surtout tout ce qui est traditionnel et tout. C'est vraiment authentique et c'est très intéressant de le partager ici en Algérie avec nous. Après la grâce des danseuses, un groupe de musiciens, Samoulonnerie, s'est installé sur scène avec leurs instruments traditionnels coréens, créant une atmosphère à la fois apaisante et puissante. Le spectacle s'est poursuivi avec une série de danses typiquement coréennes, chacune racontant une histoire avec des chorégraphies précises et expressives. De la tradition à la modernité, le célèbre groupe Expression Clo a su transmettre une énergie positive au public qui était ravi d'assister à son show. C'était un spectacle magnifique organisé par l'ambassade de Corée en Algérie. On a vu un spectacle de musique traditionnelle Kukak du centre de Kukak de Jindu, de la Corée du Sud. Et aussi on a regardé un spectacle de b-boy, de breakdance, de l'Expression Crew. C'était vraiment magnifique et l'audience elle a bien apprécié le spectacle. Cette rencontre artistique a non seulement émerveillé les spectateurs, mais elle a également renforcé les liens entre les deux cultures, promettant une semaine riche en découvertes et en échanges. Et tout de suite, je vous propose un échange avec Samira Hadjamar qui vient de s'installer. Bonjour Sam. Bonjour Radia. Ça va en très, forme très ce matin? Très en forme. Excellent. Moi, je suis super curieuse, autant que ceux qui nous regardent, à qui j'ai dit tout à l'heure que nous allions parler d'un être vivant très particulier qui remonte à des millénaires. Oui, la préhistoire, avant la préhistoire, on ne sait pas exactement.
Vous me disiez hier que c'était l'un des êtres les plus anciens, peut-être même avant les dinosaures. Avant les dinosaures. Et alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des œufs. Ça n'a rien à voir. Oui, mais bon, c'est aussi des œufs, les triops. Je me demande pourquoi on a une journée mondiale pour les œufs. Les voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment. Toi, aussi, t'aimes bien les œufs. Oui, tout le monde aime les œufs. Et sans les œufs, on ne peut pas vivre. Non, on ne peut pas vivre. C'est beaucoup de protéines. C'est beaucoup de protéines. Donc les triops sont des œufs qui étaient enfuis sous le sable, sous la terre du côté de Béchar. Mais il y en a, je pense, un peu partout, hein, parce que c'est apparu récemment à Béchar. Mais c'est déjà apparu auparavant, en 2021, à L'Arwat. Donc L'Arwat est traversé par un oued Mzi, donc au centre-ville. Oui. Et en 2021, il y a des triops qui sont apparus. Et comme aujourd'hui, ces derniers jours, ça avait créé beaucoup d'interrogations, beaucoup de... Ça a intrigué peut-être que les habitants de Béchar, qui ont dû peut-être les croiser, se demandaient ce que c'était. Ils les ont tous filmés et pris en photo dans tous les, comment on va dire, dans tous les sens du terme, sous tous les angles. Et pourquoi? Parce que c'est quand même des petites bêtes très intrigantes. On sait comment on les appelle. On les appelle, les scientifiques les appellent les fossiles vivants. Les fossiles vivants, oui. Voilà, les crevettes, les thétards crevettes. Ils ont beaucoup d'appellations, mais toujours est-il que c'est des insectes qui sont... Parce qu'on les trouve dans les strates, donc quand il y a eu des recherches justement sur la préhistoire, sur cette période justement où il y a eu les cataclysmes qui ont bouleversé la Terre, on trouve des fossiles, mais là on voit ce spécimen, donc on le voit sur... Alors il est tripode, parce que tri pour 3, et en fait 3 yeux, mais en fait il n'en a pas 3, c'est comme la guêpe, c'est comme le cafard, ils ont une espèce de détecteur infrarouge, ils ressentent les différences de température, et donc c'est pour ça qu'on les appelle les triops. Ils sont pas beaux, ils font peur, mais franchement j'aime pas du tout. Et j'ai remis en question l'idée de manger des crevettes. Oublie l'image. Voilà, mais toujours est-il que là, il n'est pas très beau, donc il ne faut pas trop regarder. Les œufs sont conservés dans des températures, dans des régions où il fait très chaud, donc aride ou semi-aride, comme Béchar. Alors, en 2023, c'est apparu aussi aux États-Unis, dans le Nevada, donc dans le désert du Nevada. C'est apparu, eux aussi étaient très intrigués par leur apparition. Voilà, créatures insolites. Et j'imagine que ça peut couver pendant très longtemps, des siècles, des siècles, oui. Alors, on sait qu'ils ont existé à peu près 400 millions d'années de ça. C'était avant les dinosaures. On sait une chose, c'est qu'ils survivent au maximum 90 jours. Dans des zones, on va dire, là où il y a des chutes, des gueltas, de l'eau, ils réapparaissent. Des zones humides. Exactement, des zones humides, mais si elles venaient à s'assécher, eh ben, ils disparaîtraient. Voilà, donc pour nous, il y a quelques jours, après les pluies torrentielles de Béchar précisément, ils sont apparus, les triops sont apparus, et donc... tant qu'il y aura de l'eau, tant que ce sera humide, ils vont pouvoir... ils sont apparus par centaines, hein, il y en a beaucoup, voilà. C'est bien. Alors, c'est à Bedla, c'est à 35 km de Béchar, et à l'Ahmer. C'est là où il y a les tripodes ont été vus, là où ils ont réapparu. J'ai envie de dire. Là où, exactement. On peut imaginer que des dinosaures pourraient... revenir, surtout dans cette région. Oui. Pourquoi? C'est une région où il y a des gravures rupestres, beaucoup, il y en a beaucoup. Hein. C'est l'Atlas saharien, d'ailleurs. Il y a plusieurs stations, des centaines de stations. Il y a aussi des traces de dinosaures qui ont été retrouvées, des ossements qui ont été retrouvés, et notamment en 1990. Et un musée, par une équipe du CRD de Sonatrach, ils étaient en train de faire des fouilles et ils sont tombés sur... une dorsale. Non, ils sont tombés sur à peu près 300 ossements d'un dinosaure. Alors, un jeune dinosaure, il était tellement jeune qu'il mesurait 8-10 mètres.
Et ils ont décidé, donc la dame, la chef d'équipe, la paléontologue, a décidé de l'appeler Cheb Sorus, Algérianus. Voilà, donc c'est son nom. Et donc ils ont rassemblé tous les ossements qu'ils ont trouvés. Et un musée a vu le jour à Annahama, à Annahama, à Sfisifet. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement. Et ils ont rassemblé tout ça. Il y a un musée du dinosaure, c'est insolite, c'est le seul en Algérie où il y a... Oui. Il a la forme justement d'une vertèbre. L'architecture a été conçue. On a des images, Amira, la princesse, voudrait bien nous les... Oui, ben on le voit là. Voici notre fameux musée. Et donc il y a des choses qui ont été trouvées, il a été aménagé. C'est un architecte suisse qui l'a fait, c'est Gratalou. Voilà, qui a construit le musée. Il est très spécial, hein. Il est au milieu de nulle part. C'est une région, c'est le désert, quoi. Voilà, c'est à Annahama. Il faut le visiter. Il faut le visiter parce que ça fait partie il représente. C'est l'histoire la plus ancienne d'Algérie. Voilà, des sciences naturelles. Et de la richesse, l'immensité du patrimoine algérien. Donc ça remonte à des millénaires, à des millions d'années, à des millions d'années. Voilà, donc il y a des fossiles de dinosaures, et notamment là où ils ont été trouvés. On a de la chance que l'équipe de Sonadrak l'ait trouvé, parce qu'ils ont tout rassemblé, et ce musée a pu voir... il y a eu des fouilles préventives, effectivement, à cette époque-là. Il y a eu, c'était dans les années 99, il l'a annoncé en 2000, et puis le musée a été construit rapidement après. Voilà. Donc ça peut représenter une très belle escale quand on voyage en Algérie. Oui. C'est bientôt la période des hivernales. Du tourisme saharien, oui. Du tourisme saharien. Et Nahama, et toute la région, même Béchar, Brézina, Eflou, L'Rouat, tout ça est à visiter. Il y a des choses à voir et des choses très très intéressantes pour les Algériens et pour les touristes étrangers. Oui, voilà. Moi je recommande vivement une guelta qui est magnifique, entourée d'une pierre rougeâtre, et ça s'appelle Tiout. Ah ben voilà, là on voit mieux. On voit mieux le musée qui est comme petit musée, pas très grand. Un petit musée, mais avec une forme qui suggère justement une dorsale de ce vertébré qui est le dinosaure qui nous a quittés il y a longtemps. Voilà. Alors, juste pour rappeler que Cheb Sorus Algérianus, le pauvre a été en fait attaqué il y a plusieurs millions d'années de ça par un dinosaure carnassier. On le sait parce que les dents, 4 ou 5 dents donc j'imagine qu'il devait être plus gros, ont été retrouvées. On peut les voir au musée. Mais bon, on rassure, si jamais ils réapparaissent comme les triopes, c'était des herbivores. C'était des herbivores. Ils ne vont pas nous manger, donc moi j'ai hâte que les dinosaures. On va voir des dinosaures. Oui, ils reviennent. On ne sait jamais, ils vont réapparaître. Il va y avoir des pluies et puis des bébés dinosaures. Samira, vous avez un imaginaire foisonnant. Pourquoi pas? Jamais la nature. On ne sait pas ce qu'il y a sous les sols. Tout n'a pas été trouvé. En tout cas, le cinéma a beaucoup été dans ce sens. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été suggérées par le cinéma qui ont vu le jour après. Hein. Oui, bien sûr. Bon, qui sait imaginer. Qui sait, tout peut arriver dans ce monde. Exactement. On ne maîtrise pas tous les paramètres de cet univers. Même des extraterrestres pourraient apparaître aussi. Merci beaucoup, Samira. Je pense que ça va dans tous les sens. Non, des triopes et des dinosaures. On est arrivé aux extraterrestres, donc il vaut mieux clore cette rencontre, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. On va droit vers Oran, mesdames, messieurs, merci Samira. Oran, c'est toujours à l'ouest. C'est toujours à l'ouest, mais c'est un peu plus haut, bien sûr. Et voilà, dans cette ville côtière, bien sûr, les habitants d'Oran ont vécu bien sûr de grands moments justement avec le festival international du film arabe. Donc nous avions sur place notre collègue Amir Nebesh qui nous faisait souvent des comptes rendus, et en voici un encore par rapport à ce festival, ce beau festival qu'on aime tant. Allez, c'est parti. Le festival d'Oran a permis de connaître des gens exceptionnels, des professionnels du cinéma. Tombée de rideau de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran, la cérémonie de clôture a été marquée par ce vibrant hommage rendu à l'icône de la chanson sentimentale, Cheb Hasni, l'enfant de cette ville.
Après la musique, c'est au tour de la comédienne et femme de théâtre Fadila Hachmaoui d'être honorée en reconnaissance pour son riche parcours. Avant d'annoncer le palmarès, le commissariat du festival a rendu hommage au comédien égyptien Fathi Abdelwahab. Le film Terre de vengeance de Anis Jaad a obtenu le prix de la critique et le meilleur rôle masculin est revenu à son comédien Samir El Hakim. Quant au prix de la meilleure interprétation féminine, il est revenu à la jordanienne Mouna Hawa pour le film Inch'Allah Walad. Le grand prix du meilleur court-métrage a été décerné à Labib Marouane de la Tunisie pour son film Ligne Africo. Moutaradat al-Daw al-Mubhir du Syrien Yasser Kisseb a obtenu le grand prix du documentaire. Le grand prix du documentaire dans son format court est revenu à l'Algérie pour Tahtouh de Mohamed Wali. Dans la catégorie long métrage, le grand prix, le Wihr d'or, a été décroché par le Saoudien Ali Keltemi pour son film Mendoub el-Leil. Le deuxième prix, le Wihr d'argent, a été remporté par le Yémen pour le film Murhaqoun de Amr Jamel. Et au final, le Wihr de bronze a été remporté par l'Irak pour le film Bagdad Messi de Omar Khalifa. Voilà, c'était le palmarès de cette édition du Festival international du film arabe d'Oran. Donc on a été ravis de vous présenter un petit peu ce palmarès grâce à Amir Nebech. Et sans plus tarder, nous rejoignons notre ami Fela Benour pour Djalia DZ, cette rubrique consacrée à vous qui êtes à l'étranger, tous les Algériens et Algériennes qui sont vraiment partis du pays qui vivent, qui sont nés ailleurs. Donc tout de suite, sans plus tarder, bonjour Fela. Bonjour Nadia. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Très bien. Voilà, on est impatient de découvrir ton invité d'aujourd'hui. Surtout que mon invité, cette fois-ci, fait partie de la grande famille des médias. Ah, voilà, oui. Un confrère. Okay. Bienvenue. Merci. Je vous laisse le présenter. Ah oui, j'attendais le jingle. D'accord. Donc, je disais donc à Nadia que l'invité de Djalia.dz, cette fois-ci, fait partie de la grande famille des médias. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Saïd Labidi. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, je disais que vous êtes journaliste en France, à Nancy, puis à Bruxelles, en Belgique plutôt. J'ai été journaliste dans la presse écrite pendant près de 25 années et depuis une année, j'ai décidé de prendre ma liberté et je suis journaliste installé en Belgique et je suis dans une démarche de réinstallation en Algérie. Voilà, donc depuis quelques mois, vous venez régulièrement en Algérie, donc c'est le retour, c'est les retrouvailles. Qu'est-ce que vous venez chercher en Algérie ? Je viens m'accomplir en fait, et je viens surtout réaliser un rêve familial, car j'appartiens à une famille algérienne qui est installée en France depuis très longtemps, même avant l'indépendance. À Belfort. À Belfort, une petite ville à l'est, à la frontière suisse, une petite ville ouvrière, comme il y en a beaucoup. J'appartiens donc à une famille algérienne nationaliste qui est installée en France avant l'indépendance, et comme toutes les familles de cette catégorie, on va dire, on a été baigné on a non seulement participé à la Révolution, et on a été baigné dans le mythe du retour en Algérie pour participer à la construction du pays. D'ailleurs, on voit même des images de l'indépendance à Belfort, le 5 juillet 1962. Oui, je vous apporte des images. Oui, on verra peut-être tout à l'heure, oui, des images très fortes de cette communauté qui a été mobilisée pendant des années pour voir justement ce jour de l'indépendance, bien sûr. Donc, pour revenir à vous, Monsieur Labidi, l'image, oui. Voilà. Ah bah parfait, voilà, ça c'est une image, il y a mon grand-père qu'on voit au centre d'image qui tient mon nom. On voit qu'il y a des centaines de personnes et c'est partout en France, la communauté algérienne a célébré l'indépendance et donc je suis l'héritier de cette tradition. Des moments très forts en tout cas. Ouais, ça me fait vraiment bizarre de voir ça. Donc vous êtes né à Belfort en 1970, petite ville ouvrière, famille algérienne, nationaliste, 4 enfants. Vos parents sont originaires de Ouled Ben.
Ouais. Ouled Tebben, une région qui est une localité à Sétif, qui a subi aussi les affres du colonialisme, n'est-ce pas, M. Labidi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup, mais effectivement, Ouled Tebben fait partie de ces nombreux villages qui ont été regroupés dans des camps de regroupement pendant la guerre de libération, effectivement. Et on voit aussi, il y a encore, là, vous nous avez apporté aussi des images, des photos, je crois. Ça, c'est votre maman? Ça, c'est ma maman, en 1969, quand elle était enceinte de moi. Ouais. Une belle femme. Ouais, je vous remercie. Donc, je disais que, donc, originaire de Ouled Tebben, le mythe du retour, les années 80, et votre papa qui était enseignant, écrivain public. Écrivain public, en effet. Ça, mon père, ça vous a marqué parce que... je suis complètement déterminé par ça, quoi. Mon père, il faisait partie, était l'un des rares personnes de sa génération qui savait lire et écrire, qui a appris l'arabe grâce au réseau Ben Bedis et qui est arrivé en France en 1952. Il avait 15 ans. Et il a non seulement participé à la Révolution en tant que membre de la Fédération de France, mais en plus il a surtout enseigné l'arabe toute sa vie, quoi. Il était écrivain public aussi? Mais il a été écrivain public quand il a écrivain public de manière informelle. Hein. C'est celui qui savait lire et écrire et qui faisait les courriers pour les membres de la communauté. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été repéré par le FLN et qui s'est fait recruter, mais ça c'est une toute autre histoire. D'ailleurs, il a continué à enseigner des années après l'indépendance. Il a eu comme élève Tahar Rahim. Ouais, sa petite histoire. Il faut savoir que la famille Rahim, ils sont de Belfort. C'était une famille qui habitait un étage plus bas. Et mon père, effectivement, a appris l'arabe. Tahar Rahim compte parmi ses élèves, quoi. Il a appris l'arabe avec lui. Mais il a enseigné l'arabe dans le cadre de l'amicale des Algériens en Europe. Il a enseigné l'arabe toute sa vie, même après la retraite, quoi. C'était très important pour lui. Oui. Le retour en Algérie, c'est aussi pour un projet, Saïd Labidi. Algérie is back. Avec tout ce qui se passe comme évolution en Algérie, avec les décisions politiques, avec la volonté aussi politique qui est là pour faciliter ce retour, ces investissements. Et on est bien d'accord. J'ai pris ma décision justement parce que les conditions sont plutôt favorables. Moi, je vous avoue que j'ai eu envie de m'installer puis de faire ma vie, ma dernière partie de vie en Algérie avant la retraite. Je ne voulais pas attendre la retraite en France. J'ai voulu vraiment créer un projet professionnel. Et le déclic s'est produit en regardant une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Fodil M, qui s'est aussi installée ici. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient même plus jeunes que moi, mais qui avaient qui avaient concrétisé un rêve qui a bercé mon enfance et qui est un rêve qui a tenu toute la famille pendant des décennies. Et là, je suis ravi de voir qu'il y a des tas de gens, des Algériens de France, qui ont franchi le pas, qui m'ont donné le courage. Comment voyez-vous le climat actuellement en Algérie, le climat des affaires, le climat de tout ce mouvement qui est actuellement l'Algérie a le vent en poupe. Hein, il y a un phénomène algérien. Tout récemment, l'Algérie fait le buzz. Alors, plutôt dans le bon sens. Là, tout récemment, on a parlé de la pâte à tartiner, le mordjen. C'est quand même quelque chose d'impensable d'imaginer un produit agroalimentaire algérien qui a fait le tour des plateaux. On parle que de ça. Puis surtout, depuis quelques années, grâce au... Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de produits maintenant qui sont réalisés ou qui sont faits ici en Algérie et qui font le buzz. Il y a une évolution remarquable dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, dans tous les domaines. Mais si on parle de la diaspora, comment voyez-vous ces ponts, ces passerelles qui sont en train de se dresser actuellement entre les Algériens à travers le monde, je dirais les Algériens du monde, voilà. Comment vous le je vous dis, j'ai assisté à l'espèce de bouillonnement. Moi, ça a commencé dans les réseaux sociaux. Il y a des chaînes YouTube, il y a des choses sur TikTok. Il y a des tas de gens qui montrent l'exemple. Il y a des initiatives qui sont nombreuses. Il y a des associations. Il y a un espèce de bouillonnement. Puis surtout, il y a un contexte
politique qui s'y prête. Il y a, moi j'ai entendu tout récemment le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a rappelé sans arrêt que la communauté algérienne de l'extérieur faisait partie à part entière de la communauté algérienne, qui a dit que tout a été fait en sorte que d'inciter les Algériens d'extérieur à revenir ici pour investir. Alors moi j'ai franchi le pas, je viens en Algérie tous les mois depuis le mois de mars. Et je partage mon expérience sur une chaîne YouTube dans laquelle je fais des portraits d'Algériens qui ont franchi le pas. Justement, j'allais en parler. C'est comme ça d'ailleurs que on s'est connus à travers ces vidéos que vous avez réalisées où vous présentez des profils, des différents profils algériens, des compétences algériennes. D'ailleurs, j'ai invité plusieurs de ces profils sur ce plateau. Donc racontez-nous un petit peu cette histoire. En plus c'est bien fait. Hein. Moi, merci beaucoup. Ça m'a donné des idées. Professionnel de la télévision, je suis flatté, moi qui viens de la presse écrite. Je suis très honoré, merci beaucoup pour le compliment. J'ai effectivement une chaîne qui s'appelle Salem on Hub. En tout cas, ça donne une visibilité à tous ces profils, à toutes ces compétences. En fait, je partage. J'ai décidé de partager ces rencontres et je fais des portraits dans lesquels je m'efface de gens qui racontent leur parcours et leur aventure. C'est joli, Salem and Hub. Salem, peace and love. Peace and love, Salem and Hub. Et je suis très heureux de partager ça, quoi. Et puis les vidéos font plusieurs dizaines de milliers de vues alors que la chaîne est très très récente. Ce qui prouve... Avril 2024, je crois. Avril 2024. Ouais. J'ai lancé la chaîne, il y avait une centaine d'abonnés, maintenant il y en a plusieurs milliers. Mais surtout les vidéos font plusieurs dizaines de milliers de vues, preuve que ça répond à une demande, qu'il y a une réelle attente parmi la communauté algérienne à l'extérieur de franchir le pas. Alors je suis pas, je sais pas, je pourrais pas, il n'y a pas de statistiques, hein. Je ne sais pas dans quelle mesure ce phénomène, mais en tout cas il est visible. Je vois qu'à Alger il y a des restaurants où les gens se rencontrent. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'espaces. Il y a une association qui s'appelle Algerian Business Network, par exemple. Qui fait le pont et des incubateurs, des incubateurs, des espaces de coworking. Mais comment vous les trouvez ces profils? Moi, je prendrai quelques, les réseaux sociaux. Je prendrai quelques astuces. Donnez-moi quelques tips. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est à travers les réseaux sociaux. Alors que ce soit LinkedIn, YouTube. Et c'est surtout là où j'ai revu des gens. Et les critères, est-ce que c'était tous les profils, tous les domaines, tous les secteurs? Alors c'est un angle, j'essaie de faire un angle économique, hein, parce que c'était un peu ma spécialité. Quand je travaillais pour la presse écrite, j'ai une appétence pour l'économie, pour l'innovation en particulier. Donc moi, mon challenge, c'était de faire des portraits d'Algériens qui sont installés ici. Alors je n'ai fait quelques-uns, mais j'ai un peu élargi. Dans Miloud Lamraoui. Miloud Lamraoui, l'éclaireur. Celui qui produit des lampes LED qui sont exportées en France. En France, oui. C'est un exemple. Il y a aussi un parcours exemplaire. Oui, d'autres aussi spécialistes en intelligence artificielle, des investisseurs dans plusieurs domaines. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et j'ai même élargi parce qu'en fait, l'entrepreneuriat en Algérie, c'est une réalité. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Toujours grâce au réseau, dont j'ai fait le portrait, des entrepreneurs algériens d'ici, dont le parcours m'inspire aussi. Ouais. D'ailleurs, si jamais il y a des entrepreneurs ou des gens qui veulent franchir le pas, qui veulent me contacter, je les invite à le faire à travers l'adresse mail de ma chaîne. Les compétences locales aussi, est-ce que vous vous intéressez aussi aux compétences locales? Mais tout à fait. C'est même par là que le dernier portrait, c'est celui de Adel Ben Sassi, qui a une usine de micromécanique. Oui, la pièce de précision, oui, elle est extraordinaire. Extraordinaire, le personnage aussi, il est extraordinaire. Et donc, on fait partie de la même communauté. Ce n'est pas une chaîne qui est spécialisée sur les Algériens de l'extérieur qui s'installent ici. Finalement, par la force des choses, je dresse aussi le portrait d'entrepreneurs algériens pour montrer qu'il y a un écosystème et puis pour... Il y a à faire en tout cas, vous aurez du boulot. Hein. Ils sont très nombreux. Hein. Et puis il y a le retour, il y a beaucoup aussi, il faut le signaler, il y a beaucoup d'Algériens qui font un retour ces 2 dernières années et qui s'installent, pas des allers-retours. Mais ils s'installent carrément en Algérie. Et j'en ai rencontré, moi personnellement, plusieurs. De toute façon, ils sont aussi programmés dans cet espace qui est dédié à la diaspora. En tout cas, Salem and Hub, donc on le rappelle, une chaîne YouTube qui est dédiée à la diaspora.
une autre chaîne aussi dédiée à l'écriture de l'histoire. Donc vous invitez des Algériens à raconter un petit peu chacun son histoire, une partie de cette histoire coloniale. Donc vous faites un travail qui met en avant toutes les facettes de l'Algérie, Saïd Labidi, n'est-ce pas? Ben, je vous remercie beaucoup. Effectivement, il y a une démarche plus axée sur la mémoire. C'est une page Facebook dans laquelle j'invite les familles algériennes qui sont établies en France avant 62, qui donc automatiquement ont participé à la Révolution d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. C'est des fragments. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Mais avant de se quitter, je rappelle qu'aujourd'hui, à Londres, en parlant d'association, à Londres, il va y avoir le lancement d'une antenne de l'association Diaspora. Très belle association. Qui sera représentée par Shafir Serrouki, un architecte qu'on a reçu ici, et qui est spécialisé du métaverse. Donc, félicitations et longue vie à Diaspora, et bravo à Faisal et Shafir. L'association Diaspora aussi qui prépare une table ronde. L'association Diaspora, je rappelle, présidée par Faisal Kadour, qui organise une table ronde le 16 octobre prochain à Paris autour des défis et opportunités d'investissement en Algérie. L'innovation au cœur du développement économique en Algérie avec la participation des investisseurs spécialisés algériens, membres de la communauté algérienne à l'étranger. J'invite tous les Algériens de France à s'inscrire. C'est vraiment montrer que c'est quelque chose de concret. Oui, ils ont signé un partenariat avec un incubateur ici à Alger et ils vont commencer aussi à travailler prochainement avec cet incubateur qui est au centre d'Alger. On a parlé du 17 octobre. En Italie, le consulat d'Algérie à Milan à sa tête, Adel Talbi, organise une journée de commémoration des événements du 17 octobre, le 19 octobre prochain. Un programme très riche donc, a été élaboré, dont un film intitulé Le sang de la Seine, proposé par Antonietta Cotti Comitini, Linda Darmouchi, parce qu'elle est moitié algérienne, moitié italienne, mais elle est plus algérienne. Donc c'est la présidente de l'association algéro-italienne Tingat. Donc voilà pour le programme du 17 octobre à l'étranger. Je vous remercie encore une fois, Saïd Labidi, de nous avoir fait l'honneur d'assister à cet échange dédié à la diaspora, dédié aux Algériens du monde. Tout le plaisir est pour moi. Donc, moi, je vous demanderais bon juste courage. d'épeler encore Salam El Hob parce que j'ai essayé de faire la recherche et j'ai trouvé beaucoup de propositions. Donc, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Alors, c'est une chaîne YouTube. Salam El Hob, c'est S-L-M-A-N-D, Hob, H-O-B. D'accord. Je rappelle que vous faites ces vidéos gratuitement. Oui, bien sûr. Oui, il fallait juste le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd Labidi. Merci à vous. Merci, monsieur Labidi. En tout cas, voilà, vous avez là avoué à l'antenne qu'elle était inspirée par vos portraits. Tout de suite, on va voir la preuve puisqu'elle va nous proposer son propre portrait. Je ne sais pas si vous avez vu, Radia, la petite décoration en l'honneur de Saïd Labidi. Oui, sympathique. Sympathique. En tout cas, voilà, c'est vous qui allez nous présenter aussi quelqu'un aujourd'hui. Là, il s'agit en l'occurrence de Mohamed Ben Khellal. Oui, voilà. Un petit mot avant qu'on lance. Un jeune Algérien, on en a parlé avec d'ailleurs Saïd Labidi tout à l'heure, un jeune Algérien qui est parti à l'âge de 7 ans en Belgique. Il a fait l'Australie, la Corée, et en Corée il a eu des idées plein la tête pour le retour, mais le retour était toujours là, c'est ce qu'il m'avait confié, car sa mère préside une association à Tizi Ouzou et régulièrement elle fait le déplacement de Bruxelles à Tizi Ouzou pour aider les gens du village. Donc lui, il a de qui tenir en tout cas. Il revient depuis 1 mois et demi, il est là. Il prospecte un petit peu, mais il a une idée derrière la tête, c'est ce qu'on va voir. Absolument, c'est parti. Donc Mohamed Khellal. C'est parti. Mohamed Khellal, j'ai 29 ans, je suis né à Tizi Ouzou.
J'ai quitté l'Algérie quand j'avais à peu près 7 ans et demi pour aller en Belgique. Et j'ai un diplôme en master sciences biomédicales. L'Australie, c'est venu à mes 20 ans. En cumulé, j'ai fait 7 ans peut-être en Australie. Au début, je serais dans les fermes solaires. C'est dans les grands champs, dans le désert australien. J'ai travaillé dans les mines d'or, les mines de lithium. Il y a la solitude, il y a le fait d'être tout seul face à soi-même, donc on apprend énormément à se connaître. La plupart du temps, on se parle à soi-même, on fait une rétrospection. Et donc tout ça, en fait, ça fait que je pense que j'ai grandi plus vite. J'ai fait quasiment 2 ans en Corée et tout, mais l'idée de l'Algérie, elle était toujours dans ma tête. Ce restaurant, c'est incroyable. Et c'est là, en fait, que toutes les idées dont je ne trouvais pas, j'avais pas mis le doigt dessus pour revenir en Algérie, elles sont venues là-bas. Même un café banal en Corée, il n'est jamais banal. Il y a toujours un concept derrière, il y a toujours une décoration atypique. Et en fait, en arrivant là-bas, coup de cœur sur les gens, le peuple, leur culture, leur tradition. J'ai rencontré un petit groupe d'Algériens et on partageait ce truc de revenir ensemble. Il y en a un d'ailleurs qui était avec moi la semaine passée, qui est revenu ici aussi. Et ça m'a fait énormément plaisir vraiment d'être là et de voir qu'ils réussissent en Corée, qui est un pays totalement, une culture totalement différente. L'Algérie, c'est très fort et c'est un lien, je pense, c'est très compliqué de le briser. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont perdu le lien avec leur pays, mais l'Algérie, c'est très particulier parce qu'il y a le poids de l'histoire déjà. Le poids de l'histoire, il est très fort. C'est la fierté, c'est le cœur. Et voilà, on connaît l'histoire, on ne peut pas se permettre d'oublier d'où on vient. Donc voilà, c'est plus l'exemple de ma mère qui a été très fort dans ça. Elle me l'a totalement transmis, l'amour de l'Algérie, de faire des projets ici et de croire qu'on peut y arriver. Ma mère qui a un mouvement associatif en Algérie à Tijoujou, qui a ouvert une école culturelle coranique à Sidi Namen. Donc je l'ai vu en fait rendre aux gens du village, aider les gens du village, donc par l'éducation. Elle fait des cours d'informatique à ceux qui ne savent pas maîtriser un ordinateur, des cours d'anglais, des cours d'arabe, elle fait énormément de choses. Des donations, elle aide aussi des gens dans tout ce qui est soins hospitaliers, etc. Donc ça a été une motivation de la voir faire ça. Je me suis dit, il faut aussi que je revienne et que je mette ma pierre à l'édifice en Algérie. Malgré ce qu'on pourrait penser, les Algériens, ils ont une grosse ouverture d'esprit, ils ont une envie de découverte, ils ont soif d'avoir des nouvelles choses. Et le fait de ramener un bout de Corée ici, via mon concept, je pense que ça va énormément plaire. Donc en fait, le concept, sans rentrer trop dans les détails, c'est un café concept coréen. Donc le produit sera un produit asiatique. Avec en plus un lieu de coworking. Et ça va être totalement différent de ce qu'on peut voir ici, que ce soit en termes de décor, que ce soit en termes d'atmosphère. Et depuis 1 mois et demi à Alger, je découvre énormément de choses. Vraiment, je suis très heureux. Je suis plus revenu depuis 4 ans. Ça a été un vrai choc. Un vrai choc en termes d'évolution. Et ça fait du bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est aussi la politique par rapport à la diaspora, la politique par rapport à l'aide à la jeunesse. Et j'espère que les jeunes vont bien les utiliser à bon escient et en faire quelque chose de grand parce qu'il y a le potentiel en Algérie de faire quelque chose. Je pense que la diaspora, ça peut être une très grosse force de frappe. C'est ça, la persévérance et du cœur. Ouais, la patience et la passion, c'est très beau.
Mohamed Belkhalal, à l'instant, a évoqué la force de frappe. Et c'est aussi dans le jargon des sportifs qu'on retrouve cette expression. Et tout de suite, sans plus tarder, justement, on retrouve Riyad Belkhadim pour nous parler de sport. Bonjour Riyad. Bonjour, comment allez-vous? Très, très bien. Eh bien, écoutez, force de frappe, vous ne croyez pas si bien dire. Il y a eu beaucoup de buts, beaucoup de surprises dans le championnat. Mais avant cela, des nouvelles de l'équipe nationale algérienne qui est arrivée hier soir à Lomé, au Togo, pour affronter les éperviers du Togo. Le match retour. Le match retour, hein, puisqu'il y a une double confrontation dans ce groupe de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Algérie, vous le savez tous, a étrillé le Togo à Annaba, 5-1, festival de buts. Et il manque qu'un seul petit point à l'Algérie, qui a 9 points, pour se qualifier officiellement et mathématiquement à cette Coupe d'Afrique des Nations. On aura beaucoup plus d'informations ce soir à partir de 21h dans Canal Foot, présenté par Fatah Abdallah. Et puis, on va revenir chez nous. Championnat de football avec beaucoup de buts, beaucoup de surprises, notamment celle d'Arbou qui est en tête du championnat. Mais on reste en Kabylie. On va commencer avec ce choc. C'était hier soir au stade Hussein Ait Ahmed. On va voir les images de Tizi Ouzou, la JS Kabylie, qui accueillait le CS Constantine. Regardez ces tribunes, c'est probablement un des plus beaux stades d'Afrique, tout de jaune vêtu, puisque les supporters des Canaries ont fait le plein hier pour soutenir la JSK, qui avait, lors de la dernière journée, la dernière sortie, justement à Tizi Ouzou, perdu face au Mouloudia, 2-1. Les Kabyles sont partis juste après au stade du 20 août battre le Paradou 3-1. On pensait que la JSK était revigorée, mais Radia, il fallait que les Canaries confirment à domicile face à un prétendant au titre, le Shabab de Constantine. C'était un match plein, un match superbe. C'est une histoire de numéro 10 entre Dib du côté de Constantine et Riyad Boudbouz du côté de la JS Kabylie. Les Constantinois ont commencé son complexe avec cette action. Regardez le gardien Brabah qui va sortir le ballon dans les pieds de qui? Du capitaine Dib, tranquillement, qui ouvre le pied et qui ouvre le score pour le CSC. Silence de mosquée, pas de cathédrale, dans le stade. Regardez, Brabah qui va repousser dans les pieds tranquillement de Dib, voilà, qui certainement célèbre la naissance d'un bébé. Vous connaissez le rituel des footballeurs. C'est Bebeto, le Brésilien, qui avait inventé ce geste. Et Benchira, lui, qui est un peu sous le choc après cette ouverture du score. Scénario extraordinaire. Et puis, cette frappe et cette parade de Boussouf, le gardien du CSC, on voit Madoui à l'image, l'entraîneur de cette équipe de Constantine, qui résiste face aux Canaries. On voit cette tête un petit peu houleuse, et puis Dahar, l'arbitre, qui a... C'est une histoire de VAR, hein, comme disait Yazid tout à l'heure à la régie. Vérifie son VAR. Il va vérifier et on va deviner, accorder un penalty à la JSK. Riyad Boudbouz, pour son premier but dans le championnat algérien, qui va y aller de son geste, et la JSK qui fait exploser toutes les tribunes et tous les gradins du stade de Hussein Ait Ahmed. Boudbouz donc qui égalise. La JSK en pensait qu'elle allait revenir dans le match. Que nenni, que des scénarios à rebondissement, puisqu'il va y avoir à un moment donné une expulsion. Là voilà, cette expulsion de Merbah. Merbah qui est le petit frère de Gaïa Merbah, le gardien de la JSK. Carton rouge. Expulsion, carton rouge, le CSC est à 10 face à la JSK. On pensait que tout était fini. Eh bien non, le CSC, avec son capitaine Dib, qui va être intraitable. Regardez ce but retourné acrobatique, waouh! C'est magnifique, il a le temps de se pencher tout en équilibre et il met le ballon au fond. À 10, Constantine... Une belle précision de la passe aussi. Hein. Et Constantine est à 10 et Dib est arrivé contre le cours du jeu, a marqué ce deuxième but. Et pas seulement, regardez, Dib, une troisième fois, cette frappe enveloppée. Ça fait 3-1, stupeur au stade de Tizi Ouzou. Le CS Constantine a complètement éteint la jeunesse sportive de Kabylie qui ne sait plus comment jouer cette équipe de Constantine à 10 contre 11. Benchira, lui aussi, ne trouve pas de solution. Très mécontent, ça se voit. Et il faut attendre la 99e minute de jeu. On voit ce raté de Ouattara. Regardez le sauvetage superbe du défenseur constantinois qui se bat. Et puis Boudbouz, encore une fois, je vous ai dit que c'est une sorte de numéro 10. Triplé pour Dib et doublé pour
pour Boudebouz sur pénalty. Regardez, pleine lucarne, pied gauche, superbement bien botté, mais ça ne suffit pas. Ouais, le CS Constantine l'emporte 3-2 à Tizi Ouzou. Très belle affiche. Voilà les supporters constantinois qui ont fait le déplacement dans ce stade et qui applaudissent également leur équipe. Leur équipe et les supporters des Canaries. Voilà donc pour ce grand choc. On va voir l'autre club kabyle qui est promu. On va voir les images. Allez, on y va. Pour Paradou Akbou. Paradou qui prend 3 buts face à la JSK et qui prend encore 3 buts face à Akbou. Akbou qui est seul en tête avec 9 points. Et Akbou qui va marquer le premier but dans ce match. Ça se passe au stade du 20 août, ici à Alger, où le Paradou accueille ce centre et cette tête qui va au fond. Akbou qui mène donc 1-0. On va voir l'égalisation. Ce qui est drôle, c'est que les maillots jaunes sont pour le Paradou. Eh bien, les maillots jaunes, ça n'a pas été une réussite cette semaine, puisque tous les maillots jaunes et tous les Canaries ont perdu, malgré cette égalisation du Paradou en première mi-temps. Les Pakistes ont pensé revenir dans le match avec ce but égalisateur, et il fallait qu'il confirme en deuxième mi-temps. C'était sans compter sur la résistance et la motivation des Olympiens d'Akbou qui vont marquer un deuxième but. Regardez, sur ce centre, le gardien fait une faute de main et le ballon a bien franchi la ligne. Ça fait 2-1. Et puis sur penalty, Akbou va marquer un troisième but, synonyme de victoire et également de 9 points. Tenez-vous bien, Akbou était en deuxième division l'année dernière et ils sont en tête du championnat après cette journée, seul en tête. On va revoir ce dernier rush des Bleus et Blancs. Et puis cette faute et l'arbitre qui désigne le point de pénalty, même si les Pakistes estiment que la faute a été commise à l'extérieur de la surface de réparation. L'arbitre aura le dernier mot et le pénalty sera tiré et transformé en victoire. 3-1. Voilà donc pour cette victoire d'Akbou. Et on va terminer avec le choc de Mouloudia, le MCA. Je pensais que c'était les Titans que vous alliez dire. Non, je pensais que c'était les Titans qui allaient... À une époque, ce fut des Titans. Le Mouloudia est champion sortant. Le MCO n'est plus à ses années de gloire. Regardez, un seul but sur ce contrôle de génie et cette louche signée Naïdji. Il fallait à la 65e minute de jeu débloquer la situation. Ça se passe au stade Nelson Mandela. Avec, ils aiment bien maintenant les petits gestes codés, les joueurs. On l'a vu tout à l'heure, l'œil masqué de Boudebouz. Là, c'est les oreilles bouchées de Naïdji. Superbe hein, ce but. On va le revoir encore une fois pour le plaisir. Helaimia qui frappe, contré, regardez, contrôle de la cuisse, petite louche, lobe. Et le gardien d'Oran est battu. Rien vu venir. Victoire donc du MCA, un but partout. Le MCA donc est deuxième de ce championnat. Rapidement, les autres résultats de cette journée. Saoura, première victoire à la maison face à l'Entente de Sétif, 3-2. Match nul à Magara devant l'US Biskra, 2 buts partout. Et puis, là aussi, grosse désillusion pour le Shabab Riyadi de Belouzdad qui était mené 2-0 à Radia et revient à 2 partout. Et puis le Mouloudia de Bayat qui arrive à planter un troisième but et le Bayat qui l'emporte ici à Alger face au CRB, 3-2. 2 matchs reportés. Mostaganem qui devait affronter l'USMA, match reporté. Et puis l'ASO face à Khanchla, également match reporté. Je vous le disais, Akbou en tête avec 9 points. Qui devance le Mouloudia et l'USMA sans jouer, toujours 8 points. On va passer rapidement à la Ligue 2. On va aller au groupe Centre-Est. L'US Souf a été battu à la maison 2-0 face à Annaba, 4-2. Mok de Constantine s'incline devant le leader Louis 7, 1-0. L'US Chaouia qui l'emporte devant Khroub 1-0. Khmis Khashna qui l'emporte devant Magran 2-0. Ouergla bat Klarma 3-0. Victoire du MSP Batna sur la JSD Gigel 1-0. Shlrom L'Aïd bat le Kabz 1-0. Et puis le Harash bat Borj Menayel 1-0. Rouisset est en tête. Et puis dans le groupe Centre-Ouest, le Wydad de Mostaganem qui l'emporte devant la GSMT 1-0. Et puis dans le dernier match qu'on va voir, Wetzli qui perd à domicile devant Ben Aknoun 3-1. Le SCAF, Khmis Miliana, fait match nul à domicile devant Colé à 0 partout. Mascara qui s'incline devant Béchar Jdid 2-1. Tmouchent, et on va voir ces images. Ça, c'est les images de Mostaganem face à Tiaret. Alors Tiaret,
Son surnom, c'est Zarga, donc ils sont en bleu. Et puis, cette frappe donc, pour Mostar qui l'emporte 1-0, je le disais. On va terminer avec Tmouchent face à Saïda, 0 partout. Et puis Meshria qui s'incline à domicile face au réveil du RC Kouba, 2-1. Aujourd'hui, il y aura le dernier match. El Biar qui recevra le RC L'Erba. Et puis, un match reporté, ce sera le 5 novembre prochain. Le Nehd d'Hussein D recevra l'Azmo d'Oran au classement. C'est Ben Aknoun qui reste en tête, seul en tête, avec 10 points. Et on revoit donc ces, pour la deuxième division. Ces images de deuxième division. C'est les images de Mosta JSM Tiaret. C'est le rouge qui l'a emporté. Alors, il y a deux clubs de Mostaganem. Et sur le poteau, Mosta qui aurait fait pour le break. Il y a deux clubs à Mostaganem. Le Wydad qui joue en deuxième division et l'Espérance qui joue en première division. Voilà donc les résultats complets à la Diade de la Ligue 1 et la Ligue 2. Merci. J'ai hâte d'être à dimanche prochain. Moi aussi. Et bon vent, on dira pour les Verts. Bon vent pour les Verts. Demain, 17h à Lomé pour une qualification. Un nul, je vous le dis, suffira à l'équipe nationale, mais on espère mieux, bien évidemment. On espère en tout cas pour les Verts. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On vous souhaite une